Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes à présent en direct et je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter ma première invitée sur cette page qui est la merveilleuse Aurore de chez Happy Cocotte, en tout cas la fondatrice des Happy Cocottes et aussi déclicologue de sa dénomination personnelle et posée à l'INPI d'ailleurs. Donc, métier complètement assumé finalement. En tout cas, coach, si vous comprenez pas le mot déclicologue, mais elle va vous expliquer un petit peu plus qui elle est, son parcours. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, de nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez. Par avance, on s'excuse par rapport au réseau parce qu'a priori, j'ai pas un réseau exceptionnel. Donc, si jamais il y a des décalages, eh bien, ce sera les jeux du direct. Et puis, en tout cas, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous avez envie de poser. En attendant, je vous laisse arriver et je fais un grand bonjour à Natacha avant de te faire un grand bonjour, Aurore. Comment vas-tu? Bonjour ma chère Mathilde, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de contribuer à ta communauté. Ça me fait très plaisir. Ah, c'est trop gentil. euh, Alors, je t'ai dit un petit peu globalement les grandes lignes qu'on allait voir ce soir. Je vais peut-être le répéter pour les personnes qui sont là. Je vais essayer de gérer un petit peu aussi la technique pour diffuser que l'on est en ligne. Du coup, je vais te laisser parler juste après. Donc, globalement, ce soir, on va voir un petit peu le parcours de Aurore. Qui est Aurore Servanti-Leroux, qui se cache derrière ce joli minois? Je le fais bien, non? C'est parfait. Ouais, magnifique. Et puis, elle va nous parler donc qui elle est, de son parcours, de ce qui la passionne peut-être aussi. On va la laisser faire, la laisser développer tout ce qui fait d'elle qui elle est. Et puis, on va revenir sur l'idée de la magie. Déjà, qu'est-ce que c'est pour elle la magie intérieure? Comment au quotidien elle l'applique? Peut-être qu'elle le transmet à ses merveilleuses clientes. On ne sait pas. On va savoir tout ça. Donc, on va laisser faire le fluide faire et je vais laisser Aurore se présenter. Merci beaucoup Mathilde de me donner la parole et de me, comme je disais juste avant, voilà, de me laisser contribuer à ta belle communauté. Félicitations aussi pour ce beau projet, voilà, de s'éveiller à sa magie intérieure. C'est un sujet qui m'a beaucoup parlé quand tu m'as fait cette proposition, cette invitation. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Aurore Servanti-Leroux, j'ai 41 ans aujourd'hui. Enfin là, je suis dans ma 42e année, j'y arrive bientôt. Je suis mariée, je vis à Poitiers. On a avec mon mari un projet d'enfant, donc on est comme ça, voilà, on y travaille, on est très heureux en fait de la vie qu'on mène actuellement dans nos projets, que ça soit dans nos vies pro ou perso, mais ça n'a pas toujours été le cas et je vais parler de moi justement par rapport à mon parcours. C'est ce que tu me demandais, Mathilde. C'est vraiment, j'ai pas toujours ressenti la magie à l'intérieur de moi, hein, et encore moins qu'elle s'éveille ou qu'elle se réveille. Je n'ai pas toujours perçu la magie qu'il pouvait y avoir dans ma vie, mais aujourd'hui, je peux te dire qu'il y en a. Et ça, c'est chouette. Je, pour partager un peu, dis-moi. Non, non, vas-y, continue, je te laisse faire. Ok, ça marche. Donc, pour vous raconter un peu mon parcours, sans non plus mettre 3 jours, parce que je peux être quelqu'un de très bavard, donc je vais pouvoir vous garder un moment si je me laisse entraîner. Mais j'ai un parcours qui est assez atypique. J'aime le nommer comme ça. Il est atypique et riche. Pourquoi? Parce que à l'âge de 9 ans à peu près, j'ai commencé à faire une phobie scolaire pour différentes raisons, et notamment une rencontre que j'ai fait avec un instituteur qui était pas très cool, qui avait pas un comportement vraiment adapté. On parle d'il y a 30 ans, hein, donc il y avait pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui à l'école avec des enseignants qui sont très intéressés aujourd'hui par la relation avec les enfants, hein. À l'époque, ça n'existait pas. C'est les enfants devaient faire ce que l'enseignant disait, et il n'y avait pas la place en fait au développement personnel en quelque sorte à l'école. Donc cet enseignant était très dur. C'était quelqu'un qui criait beaucoup, qui me faisait très très peur. Il sentait très fort l'aftershave, il sentait le café dès le matin parce il se baladait dans la classe avec sa tasse. Il fumait le cigario, donc c'était tout un personnage en fait dans cette classe qui s'animait dès le matin,
qui était très exubérant, très exalté en fait dans ses propos, qui nous parlait beaucoup de politique et il nous expliquait mais il faut voter pour telle personne parce que c'est tellement important. Et c'était des démonstrations en fait comme ça de toute cette tout ce qui l'animait lui. Alors c'était certainement ses convictions et il a certainement cru faire au mieux, hein, évidemment, mais moi, ça m'a mis dans un profond repli sur moi parce que ça me faisait peur. Son attitude me faisait peur et il avait une façon de s'adresser aux élèves aussi qui était parfois très particulière parce que moi, il m'appelait par mon nom de famille, il disait Cervanti, écoute, moi j'ai rien à t'apprendre, de toute façon t'es nul, tu sers à rien, tu finiras bonne à rien comme ton père. Enfin, c'était des propos qui étaient, à l'époque, moi je m'en rendais pas compte, mais d'une extrême violence quand même pour un enfant de 9 ou 10 ans, et qui n'était pas adapté, selon moi aujourd'hui, et approprié. Mais en même temps, je peux être que pleine de gratitude pour cet homme, parce que si j'avais continué des études en fait classiques, je serais peut-être pas là avec vous en fait ce soir. Donc du coup, pour moi, ça a été une période de vie qui a été très difficile à vivre à l'époque parce que encore une fois, hein, j'étais dans cette classe, j'étais très très loin de la magie qu'il pouvait y avoir dans la vie, mais aussi à l'intérieur de moi. Et je me suis construite vraiment sur cette idée que j'étais nulle. Donc ça m'a suivie en fait au fur et à mesure de mes études et à un moment donné, je me disais mais ça sert à quoi en fait d'aller à l'école? C'est quoi? Ça sert à quoi la vie? Parce que de toute façon je suis nulle. Donc c'est pas la peine d'étudier, je finirais bonne à rien. Genre, moi, je voyais mon père qui travaille beaucoup, qui faisait un métier à risque, qui était compliqué, qui était humainement compliqué aussi parce que, et on peut s'en rendre compte encore aujourd'hui, hein, quand on regarde les informations, mon père était gendarme, il a été gendarme pendant presque 30 ans et il n'était pas bon à rien parce que déjà à l'époque, vu le travail qu'ils abattaient, c'est pour protéger les gens. Enfin, on ne va pas polémiquer en fait là-dessus, c'est pas le but. Mais je voyais bien qu'il était bon dans plein de choses. Sauf que moi, j'avais l'impression que j'étais bonne à rien en fait à côté aussi. Donc je me comparais beaucoup. Je regardais beaucoup ce que faisaient les autres. Je trouvais tout le monde avec des qualités formidables et moi, je me trouvais mais vraiment nulle en me disant mais ça sert à rien même que j'essaye ça parce que je suis nulle. Donc j'ai continué en fait dans cette idée-là. J'ai des parents qui sont extrêmement bienveillants et très aimants depuis toujours, donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que arrivé à l'âge de 16 ans, je me rendais tellement malade en fait d'aller à l'école que j'en étais malade physiquement. Je commençais à avoir de développer des troubles, des choses comme ça en fait, des maladies, tu sais, des angines, des mal de ventre, des maux de tête, des choses comme ça. Et un jour, mes parents m'ont dit, écoute, tu sais quoi? On va trouver une solution. On va te sortir du système scolaire et puis tu vas faire autre chose. Tu vas aller travailler. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? Parce que moi, je suis nulle, je sais rien faire en fait au final. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans la chocolaterie qui était au bout de ma rue. Je me souviens encore du nom de la dame en fait qui m'a embauchée. C'était l'entreprise de ses parents qu'elle avait repris, c'est Madame Damien. Et jamais en fait j'aurais cru qu'elle changerait, qu'elle m'aiderait autant à changer ma vie parce que ça a été un moment vraiment un des premiers moments charnières que j'ai vécu. Je me suis rendu compte qu'en travaillant, j'étais bonne à plein de choses. On m'avait confié des responsabilités, on m'avait vraiment responsabilisée dans cette entreprise. J'avais que 16 ans. Hein. Le matin, je me levais à 5h30, je traversais en fait l'impasse, j'allais d'un bout à l'autre de l'impasse dans le noir. Il n'y avait pas les téléphones à l'époque, il n'y avait pas les portables et tout ça, donc je traversais avec une lampe torche quand il faisait encore nuit, et puis dans le froid, etc. Et j'allais mettre des chocolats en fait dans des boîtes. C'était ça mon job. J'avais des petits gants blancs et voilà, j'avais une Charlotte, j'avais un masque, j'avais des gants, donc tout l'attirail, en fait, les chaussons, la blouse, etc. Et je mettais en fait ces chocolats, voilà, dans des boîtes. Ça, il y avait des tapis roulants, des boîtes, etc. Et ça a été ma chance. Ça a été une grande chance que je puisse travailler là-bas. Mon père connaissait en fait les propriétaires et c'est comme ça que j'ai eu le contact. J'ai passé l'entretien et elle m'a dit Aurore, va falloir bosser parce que ici on rigole pas. On est une entreprise familiale et s'il y a un maillon de la chaîne en fait qui fonctionne pas, c'est toute la chaîne qui prend.
Mais moi, je voulais bien faire, je voulais être utile, je voulais que ça marche, je voulais leur faire plaisir aussi. Voilà, je voulais montrer aussi que je pouvais être à la hauteur pour certaines choses. Et ça a été vraiment une chance pour moi parce que on m'a confié des responsabilités auxquelles je m'attendais pas du tout. On me faisait vraiment confiance et j'ai découvert que j'étais bonne à plein de choses. Donc, par la suite, j'ai évolué un peu dans cette entreprise-là, aux côtés de personnes qui m'ont beaucoup apporté au niveau technique, mais surtout au niveau humain. Où vraiment ça m'a permis d'avoir confiance, mais par le regard des autres. Donc c'était pas de l'acquis pour moi, mais je savais que dans cet environnement-là, je pouvais avoir confiance et que j'allais me donner à fond. Et les années ont passé. J'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans pour d'autres marques, et je travaillais avec une agence d'intérim qui me plaçait en fait comme ça dans ces entreprises-là. Et un jour, ils m'ont dit, Aurore, vous avez des capacités pour faire autre chose que mettre des trucs dans des boîtes en carton. Ça serait bien que vous passiez en fait à l'étape d'après. Oh non, non, moi je sais faire que ça, moi. C'est le reste après, les métiers de bureau et tout ça. Je suis pas intelligente, je suis pas intéressante, je sais pas faire. Non, non, c'est pas pour moi. Aurore, on vous confie ta mission, vous allez voir, c'est facile, vous allez être les petites mains d'un service, c'est rien en fait au final. Pourquoi si c'est rien, vous n'avez pas besoin de moi. Et au final, j'ai saisi l'opportunité parce que je voulais pas décevoir ces personnes-là, elles me faisaient confiance et je me disais bon si elles le disent, c'est qu'elles ont raison, elles savent ce qu'elles font peut-être, mais moi je suis un imposteur dans tout ça quoi. Et au final, j'ai fait une première société avec un travail effectivement plus administratif, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Par contre, je voulais bosser. Donc j'allais bosser. On me proposait un poste et puis j'allais travailler. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'entreprises comme ça. Je peux dire aujourd'hui que j'ai fait à peu près 37 postes et métiers différents dans ma vie. Et c'est un parcours qui est formidable parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup sur le tas et beaucoup dans l'observation en fait de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir reproduire aussi derrière. Et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir d'avoir pu vivre tout ça. Donc, je vais pas vous partager les 37 postes et métiers parce que ça fait beaucoup. Mais voilà, on m'a proposé en fait effectivement. Je ne sais pas si vous la recevez, moi je ne reçois plus Aurore. Je vais vérifier sur le direct. Ah oui, je suis effectivement toute seule. Je suis désolée pour cet aléa. Elle va revenir nous rejoindre. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment fascinante. 37 postes. Je ne sais pas vous combien vous avez eu de postes dans votre vie jusqu'ici. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Et elle dit 37 postes, mais elle n'a pas encore parlé des entreprises qu'elle a fait. Je la laisse revenir. Elle arrive dans une seconde. La voici, la voilà. Est-ce que Aurore, tu veux bien nous rejoindre? Tu vois, je ne sais pas si on est toujours en direct. Est-ce que c'est OK? C'est bon, on vient de te retrouver. Donc, tu nous disais que tu avais fait 37 postes et globalement, j'ai pas de retour arrêté ici. Pas. Tu ne m'entends pas? Ah, là, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai un problème de réseau. Je t'entends très en décalé. Ok. Comme tout à l'heure, c'est drôle. Je suis à fond sur mon réseau. Je sais pas du tout quoi faire de mieux. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc tu disais que tu avais, parce que ça a coupé. Est-ce que c'est OK? Est-ce que toi tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu disais que tu avais coupé, que ça a coupé au moment où tu disais globalement que tu avais eu 37 postes au cours de ta vie. Et après, j'ai pas eu la suite. Ah bah, voilà. Elle va revenir nous rejoindre. Promis, c'est pas moi qui l'ai éjectée. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous avez eu combien de postes jusqu'ici différents? Je vois que Natacha, elle se reconnaît beaucoup dans le parcours d'Aurore, donc vas-y, dis-nous en plus, Natacha. Et vous allez voir que elle nous raconte en fait ses débuts qui étaient, on va dire, un petit peu chaotiques, peut-être nécessaires, comme elle le suggérait, et qui lui permet en fait d'être dans le succès dans lequel elle est aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie qu'elle continue ce direct pour qu'on puisse
justement en savoir plus sur ça. Et puis si toutefois ça ne fonctionne pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter simplement le direct à une date ultérieure. On va voir comment ça se passe. Alors elle revient, on réessaye un petit peu pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Déjà la fenêtre s'ouvre, c'est déjà pas mal. Est-ce que Aurore veut bien nous rejoindre? Ma belle Mathilde, est-ce que c'est OK? C'est bon, je te retrouve. Ok, parfait. Je suis navrée pour la coupure. J'ai pas de signal en fait qui me dit qu'il y a un souci, mais bon, je m'accroche à vous. Accroche-toi. Comme une tique à son chien. Non. J'espère être un peu plus sexy que cette image-là. Tu sais ce que j'en pense. Bon, je On me parlera dis pas de la émulation question des rocher. courgettes. Du coup, il y a Natacha qui disait qu'elle se reconnaissait beaucoup dans le parcours dont tu parlais jusqu'ici. Parce que Natacha, j'imagine qu'elle a eu beaucoup de postes. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce que tu nous disais avant d'être violemment coupée? Mais oui, c'est ça, j'ai été éjectée, mon Dieu, mais je ne sais pas si je vais m'en remettre. euh, non, mais c'est bien d'avoir un bouton comme ça pour m'éjecter quand je commence à trop digresser. Comme ça, je peux me refocuser sur ce qui est important. Les postes en fait et métiers que j'ai exercés, j'ai commencé vraiment en fait dans cette fameuse chocolaterie, c'est voilà que j'ai adoré. Alors je vois rapidement en fait que Natacha dit, enfin parle de son bac. Je vais vous l'expliquer après, mais moi j'ai passé mon bac en fait tellement longtemps après. J'ai passé mon bac en 2008. Je vous fais juste un petit rappel. J'ai 41 ans, 2008, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est ça en fait, j'étais très bonne aux entretiens parce que j'avais le petit minois, vous savez, qui passe bien. Je vais faire de mon mieux. Et forcément, en fait, ça plaisait aux recruteurs parce que c'était une petite mignonne, entre guillemets. Enfin, j'avais l'air gentille. J'étais très bien élevée par mes parents. Je peux leur envoyer 1 million de fleurs pour ça et les remercier du fond du cœur parce que les bonnes manières, savoir comment s'exprimer, parler aux gens, etc. C'est ce qui m'a aidé en fait beaucoup mon savoir-être. C'est ce qui a tout changé en fait au final dans mon histoire à ce moment-là. Et effectivement, ces postes, on me les confiait parce que j'étais quelqu'un. On m'a appris les responsabilités. C'est quand je m'engage, je m'engage. Et ça, c'est vraiment une valeur en fait que mes parents m'ont beaucoup transmis et qui m'a beaucoup aidé. Du coup, effectivement, quand on m'a dit voilà, vous allez commencer à travailler dans un service de comité d'entreprise, vous allez voir, c'est rien, hein, c'est ranger des livres, ranger des CD, c'est vendre de la billetterie en fait pour le cinéma, des choses comme ça. Je m'étais dit ouais, ça n'a pas l'air trop compliqué. Bon, je vais essayer, on verra bien. Et effectivement, après, j'ai eu des postes en fait dans cette même entreprise où on m'a dit voilà, bah il y a un poste d'assistante, enfin des petites mains du service comptable, c'est de la saisie, des choses comme ça. Donc j'ai pris. On m'a dit après, voilà, vous allez pouvoir être hôtesse d'accueil dans cette même entreprise que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est OK pour vous? Bah oui, c'est pour combien de temps? Bah pour 6 mois, mais peut-être que vous aurez un CDI. Ah, mais moi je veux pas de CDI, moi je veux ma liberté. Parce que moi je sais pas ce que je veux faire, donc je vais être libre de pouvoir partir à tout instant si jamais je trouve ce que je veux faire un jour de ma vie. Et l'intérim pour moi ça a été une très belle porte d'entrée et une très belle porte de sortie aussi à plein de moments parce que quand je me plaisais plus, quand j'avais fait le tour un peu du truc, je commençais à m'ennuyer, j'avais plus trop envie de continuer. Donc, comme si on revient à notre sujet, hein, il y avait la magie n'opérait pas déjà au départ, mais sur le moment c'était sympa parce que effectivement j'apprenais plein de choses et je suis quelqu'un qui adore découvrir, qui adore apprendre. Et du coup, bah, c'était chouette au début, puis au bout d'un moment, bah, c'est toujours un peu la même chose, le métro boulot dodo. Bon, c'était pas super fun pour moi au bout d'un moment, donc ça me permettait en fait de partir de cet intérim et de dire bah voilà, j'ai fini ma mission, je peux passer à autre chose quoi. Et du coup, effectivement, j'ai eu d'autres postes en fait comme ça dans d'autres entreprises. On m'a proposé d'être à un moment donné d'être assistante commerciale et marketing. Mais j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce que c'est le commerce, je ne sais pas ce que c'est le marketing.
sur le terrain comme vous faites d'habitude, ça va très, très, très bien passer. Okay. Je suis arrivée un lundi matin dans cette entreprise. Personne ne savait que je venais. Ils étaient tous en réunion, la réunion du lundi matin. J'ai attendu 3/4 d'heure qu'ils aient fini cette fameuse réunion. Pendant ce temps-là, je me liquéfiais sur ma chaise en me disant mais à quelle sauce je vais être mangée. Et je suis restée 2 ans là-bas et j'ai adoré cette expérience professionnelle. J'ai eu un directeur donc commercial et marketing qui était formidable parce qu'il m'a vraiment pris sous son aile. Des fois, il me regardait genre un peu, je sais pas d'où elle débarque, mais c'est un peu la base. Mais c'était pas grave parce qu'il était très bienveillant, il était très gentil, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup transmis, beaucoup appris. Et puis, à un moment donné, moi, mon contrat a pris fin. Le sien, lui, il a décidé en fait de partir en fait dans une autre entreprise. Il y a toujours il y a parfois des désaccords en fait avec la direction et tout ça. Donc nous, on en était là et on avait décidé en fait tous les deux de quitter cette entreprise-là pour d'autres choses. Moi, j'ai fait encore d'autres métiers, plein d'autres métiers. Beaucoup dans j'ai travaillé beaucoup dans moi j'appelle ça des métiers de bureau, c'est tout ce qui est administratif. J'ai travaillé dans une école, j'ai été aide à la direction d'une école primaire pendant 2 ans. Je pense que là aussi j'ai appris tellement des adultes que je côtoyais, mais beaucoup, beaucoup des enfants. C'est un bonheur de les retrouver tous les matins et de les voir partir tous les soirs aussi, des fois, parce que bon, on n'en peut plus. Mais, mais j'ai adoré les métiers que j'ai fait. Il y en a plein que j'ai aimés. Il y en a certains que j'ai pas aimé du tout parce que moi, vendre ce qu'on appelle les UPN, des choses comme ça me parle pas. C'est une poutrelle métallique, des vis, des machins. Bob le bricoleur, c'est pas moi, quoi. C'est clair. Pourtant, l'entreprise était sympa et tout ça, mais j'ai continué en fait à expérimenter. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant 3 ans, qui a été très formateur. J'étais vraiment avec des gens. J'étais avec des clients physiques en fait, et ça me manquait un peu à mon expérience. Moi, j'ai jamais été vendre pour vendre, ça m'intéresse pas. Moi, je veux contribuer à l'histoire en fait de chacun, et ça fait longtemps en fait que je vois ça. Donc, tu sais, c'est un peu mon fil rouge en fait dans ma vie, c'est la relation en fait avec les gens, et j'ai mis très longtemps à me rendre compte de ça. Me rendre compte de combien les relations étaient importantes, mais parce que j'avais tellement peur à l'intérieur de moi et j'étais tellement en insécurité dès qu'on me disait un truc, tu sais, c'est oh mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir, mais qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, vas-y, souris, ça va bien se passer. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'étais comme ça tout le temps, d'une agitation à l'intérieur, mais on aurait dit un zébulon, tu sais, dedans. Et puis derrière, tu sais, quand on me voyait de l'extérieur, ouais, non, mais c'est très bien. Ok. C'était terrible parce que ça me coupait tellement de la magie de la vie, ça aussi, de ressentir tout ça, d'être complètement coupée. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais même pas qu'on pouvait savoir en fait qui on était. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre autrement que ce que je vivais à ce moment-là. J'étais pétrie de peur tout le temps. Je me remettais en question tout le temps. Je n'avais absolument pas confiance en moi. J'étais un imposteur tout le temps. Être à la hauteur, mais c'était mais l'Everest pour moi. Enfin, j'étais une personne en fait très différente d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Mais ça m'a pas empêché en fait quand même d'avancer parce que encore une fois on me portait cette confiance-là. Et je pense que ces personnes, tu vois, avec le recul, elles voyaient une part de moi que moi, je voyais pas, j'y étais pas connectée. Mais eux arrivaient à l'apercevoir parce que quand je leur parlais, j'étais très sincère dans ce que je disais en disant que j'allais faire de mon mieux, que j'aimais le travail qui était bien fait, que j'avais vraiment envie de contribuer à l'entreprise dans laquelle j'allais être. Et je pense que ça, encore une fois, c'est des choses qui sont importantes et qui m'ont moi porté et qui ont fait que les gens ont eu confiance en moi. Je pense en tout cas. Les années ont passé, j'ai continué à travailler, d'autres jobs en fait encore comme ça, et puis à un moment donné, j'avais un projet, il fallait passer son bac pour accéder à ce projet, et là tout le truc de l'école qui revient, l'humiliation, la peur, je suis nulle, je suis pas intéressante, j'y arriverai pas, enfin tout ça, et en même temps j'ai tellement envie d'aller vers ce projet-là. Je le fais, je trouve un moyen en fait pour accéder à ce fameux bac, et en fait je fais une équivalence via l'AFPA en 4 mois sur une expertise en fait de conseiller service client
Je me rendais bien compte que j'avais une capacité à créer du temps, à ce que ça se passe bien, etc. Donc, j'ai passé ce diplôme-là en me levant tous les matins avec la boule dans la gorge, la boule au ventre, en me disant mais, je suis nulle, les autres, ils sont tellement meilleurs que moi. Enfin, et j'avais en parallèle de ça mon formateur qui me disait non mais Aurore, si toi tu n'as pas ton diplôme, personne ne l'aura. Et je me disais mais c'est qu'on est tous nuls et je me rends pas compte ou quoi. Et je me disais, mais le formateur, même lui, il n'arrive pas à me sortir de ça. Enfin, mais il n'arrive pas à faire que je sois quelqu'un de meilleur en fait dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai passé mes 4 mois à me liquéfier encore une fois dans mes petits souliers. Mais je suis très bien entourée dans ma vie avec une famille encore une fois très aimante. J'avais rencontré celui qui allait devenir mon mari aussi à ce moment-là. Enfin, il était déjà dans ma vie, donc il a été très soutenant toutes les années enfin, tout du long de notre parcours ensemble. Ça va faire 14 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Et du coup, voilà, il est un très bon soutien. Et lui, comme mes parents et mon frère, ont toujours cru en moi et ils croient encore profondément en moi. Et peut-être même de plus en plus, qui sait. Mais ça a été une expérience en fait très formatrice pour le coup pour moi, ces 4 mois-là. Et quand j'ai passé mon diplôme, il y avait à un moment donné un entretien avec un jury et ça validait en fait si tu veux le fait que j'ai mon diplôme ou pas, ça me fonçait le clou par rapport à ça et ils m'ont dit Aurore, c'est excellent, on n'a jamais vu une candidate en fait comme vous. Ils se sont levés, m'ont applaudi, m'ont dit bien sûr que vous avez votre diplôme, parce que moi j'étais là mais ça veut dire que c'est validé ou pas et et encore dans le doute, tu vois, ce doute permanent qui revenait encore et encore. Et ils m'ont dit, mais bien sûr que vous l'avez. Ils dit, vous êtes première de cette cohorte, vous l'avez avec les félicitations du jury. Et moi, j'ai pleuré parce que je me disais, mais c'est fou ce qui m'arrive. Je suis nulle à l'école normalement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bonne à ça, mais c'était juste que parfois, j'étais pas avec les bonnes personnes pour apprendre. J'étais surtout pas dans le bon état, en fait, pour apprendre, le bon état d'esprit. Mais je vais en parler après, le ressenti, tout ça, c'était pas là. J'étais dans les peurs. Donc, on n'apprend pas quand on est dans ces peurs. Donc voilà. Pour continuer rapidement aussi par rapport à tout ça, parce que sinon il va vous falloir un plaid, hein, c'est pour se mettre bien. Mais j'ai eu l'opportunité, j'étais en poste sur un poste administratif où je kiffais pas ma life, hein, franchement, mais je savais que je voulais monter une entreprise derrière, une petite auto-entreprise avec des petits projets. Et puis bon, on verrait bien si ça allait marcher ou pas. Et donc j'ai pris ce poste-là dans cette idée-là. Et puis j'ai eu une opportunité de rachat d'entreprise dans la branche que je voulais, de l'organisation et la décoration de mariage. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis capable ou pas? Est-ce que je vais le faire ou pas? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais là, mais cette dame en fait qui me propose ce rachat, elle n'a pas vu que j'étais un imposteur. C'est pas possible. En fait, je suis pas un chef d'entreprise. Moi, je suis faite pour être salariée. Jamais j'arriverai à être chef d'entreprise. Puis j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais tellement envie de le faire. J'étais pétrie de peur et en même temps, je me disais, bah non, il faut que je le fasse. Je ne peux pas ne pas le faire. C'était ça, en fait. Tu sais, le petit ronron derrière les peurs et tout ça, le doute, c'était je ne peux pas ne pas le faire. C'est pas possible. Donc, je l'ai fait. J'ai procédé au rachat, j'ai été très bien accompagnée par la personne qui me revendait l'entreprise. Le deal, c'était que la première année, en fait, j'étais ses petites mains en quelque sorte. J'allais observer, j'allais voir, valider le projet aussi, parce qu'on se lance pas comme ça, en fait, en se disant oh je vais mettre des pompons et des paillettes partout dans la vie des gens, ça va être génial, sans savoir en fait ce que ça incombe vraiment, en fait, ce que ça implique. J'ai fait ma première saison du coup avec elle et j'ai vu ce que c'était la vie de wedding planner et je me suis dit, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, là. Ouais. Et je l'ai fait ça pendant 7 saisons. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai eu une progression, en fait, de mon entreprise qui était constante, en fait, tous les ans, avec de plus en plus de clients, de plus en plus de mariages, de plus en plus de gens heureux, un chiffre d'affaires, en fait, qui était en augmentation et c'était top parce que ça validait mes choix, en fait, par rapport à ça. Et puis, il y a des choses qui ont pas, que je validais pas, moi. Ma posture de chef d'entreprise où je savais pas où développer une activité, donc j'ai travaillé sur ce point-là. Et puis sont venus après, donc ça m'a aidé quand même beaucoup parce que je développais mon activité comme une salariée, mais on peut pas faire ça. C'est quand on démarre une activité en fait d'entreprise, souvent on compte pas ses heures ou alors il faut les organiser d'une certaine façon. Et moi je ne savais pas faire ça, mais c'est des choses
mesure, chose que je ne savais pas faire. Mais mon Dieu, que l'entrepreneuriat est formateur et apprenant parce que c'est tellement riche, surtout quand on travaille seul. Et après, il faut savoir s'entourer. Moi, j'ai vite appris ça aussi dans ce métier, hein, m'entourer des bonnes personnes, des personnes avec qui on a vraiment ce feeling qui passe. J'ai appris à m'écouter, à écouter ce ressenti-là aussi. Et puis, ce que je validais pas, c'était par contre les 70, 80, 90 heures semaine pour un salaire, parce que je disais à l'époque que c'était un salaire de 750 ou 800 euros par mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis à un moment donné, de toute façon, le corps, il suit plus. Même quand on force sur le mental, à un moment donné, le corps, il sait très bien dire les choses, il sait très bien dire qu'on n'est pas à la bonne place, ou en tout cas qu'on se sent pas à l'aise dans cette place-là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un premier problème en fait de santé qui a été assez important en fait sur le moment. J'ai développé un problème en fait respiratoire, une toux très forte, très violente, qui ne passait pas, qui restait en fait avec moi pendant 6 semaines, avec un traitement médical en fait qui augmentait avec le temps. On était commencé par l'homéopathie parce que je suis très médecine douce, on va dire. J'aime pas trop les choses invasives. Et puis, sauf quand c'est nécessaire, hein, bien sûr. Et puis, on a augmenté le traitement, etc. On est passé à des antibiotiques, etc. Et puis, à un moment donné, le médecin m'a dit, vous avez perdu trop de poids. Moi, j'ai été déchirer tous les muscles du buste et du dos à force de tousser. Et elle m'a dit, si à la fin de la semaine, là, ça va pas mieux, on va vous hospitaliser. Et quand tu es chef d'entreprise et que tu sais, alors ça arrive au mois de février, je sais plus quelle année, 2014-2015, mais quand tu es chef d'entreprise, tu te dis, je suis toute seule dans la boutique, là, je peux pas, c'est pas possible. Pourtant, ça va arriver. Ça va arriver si je fais rien, si je prends pas les choses en main. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, en fait, sur la santé. C'était déjà un domaine qui m'intéressait, mais je me disais que j'étais pas médecin alors que j'avais pas ma place là-dedans. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais qui peut faire dérailler ma santé? Et là, j'ai commencé à lister les choses. J'ai commencé à me poser des questions sérieuses par rapport à ma santé. Parce que je me suis dit, en fait, jusqu'à maintenant, je me suis dit que j'étais en bonne santé parce que j'étais pas malade. Sauf que tu sais, cette idée-là, c'est la partie de l'iceberg que l'on voit. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, me dire, oh, la santé, c'est peut-être pas ce que je crois. Et j'ai commencé à faire des listes. Voilà. Me dire, qu'est-ce que je fais ça, c'est manger des produits transformés tout le temps, c'est pas possible. Manger du sucre comme je mange du sucre, c'est pas possible. Je bouge jamais, je suis tout le temps devant mon bureau, c'est pas possible non plus. Il faut que je m'aère. Et voilà. Et j'ai commencé cette liste-là. Et je me suis dit, en plus, c'est le bazar dans ma vie. Là, il va falloir que je mette les choses au propre parce que j'ai cette relation au stress tout le temps, cette anxiété tout le temps dans les relations, dans mon travail, etc. C'est pas possible. Pas possible. Donc, j'ai commencé à mettre des petites choses en place et j'ai commencé à prendre soin de moi, mais des choses très simples, mais qui m'ont plus jamais quittée. C'est de commencer le matin à boire de l'eau, à m'hydrater beaucoup plus, tu vois, à bouger un peu et tout ça. Puis j'ai commencé à faire tout ça, à arrêter le sucre et les produits transformés, rien que ça, boire de l'eau, les produits transformés, le sucre. La semaine d'après, ça allait déjà beaucoup mieux. Et là, je me suis dit, OK, ça a contribué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a contribué, ce que j'ai mis en place, à ma santé. Donc, j'ai commencé à faire des choses comme ça, à mettre en place ce que j'appelle des rituels, tous les jours. Et puis, à un moment donné, le naturel revient au galop. Donc, quand ça a été mieux, au niveau de ma santé, j'ai commencé à laisser ça de côté. Et j'ai repris ma course effrénée, en fait, dans tout ça. Et puis, il y a un matin où je me suis réveillée et j'avais plus envie. J'avais plus envie d'aller travailler. J'avais plus envie de me donner comme je me donnais. Et là, j'ai commencé à prendre des décisions en me disant, là, il va falloir que tu penses en fait à la suite. C'est soit tu t'associes, soit tu revends et tu trouves quelqu'un pour reprendre, soit tu arrêtes tout. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Sérieusement, mais c'était mon bébé, j'avais pas envie de le laisser. Et donc, du coup, derrière, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux m'y prendre. Donc, j'ai commencé à faire des plans, à rencontrer des personnes aussi qui potentiellement pouvaient racheter. Et puis, je me suis rendu compte aussi, quand j'ai fait le point sur mon activité, que ce que je faisais le plus, c'était faire de petits.
d'organiser, décorer des mariages, parce que ça, c'était simple et rapide, ça roulait. C'était la relation, en fait, aux gens. C'est ce que je travaillais le plus de moi envers eux, mais c'est ce que je travaillais aussi le plus dans les équipes qui m'accompagnaient et auprès de certains couples et certaines familles, avec les amis aussi, où on sentait que parfois, en fait, la discussion, les points, en fait, d'organisation et de décoration, encore une fois, ça allait très vite. Puis on commençait à parler de la vie, à parler de belle-maman qui était un peu trop investie dans le mariage et qui posait un peu de difficulté parce que elle avait une idée de tout ça qui n'allait pas tout à fait avec ce que le couple qui allait se marier pensait. Enfin, des fois des difficultés. Je me rappelle d'une petite mariée toute mignonne qui m'avait appelé un soir à 21h30 en pleurant, en me disant mais mon mari, mon futur mari s'en fiche en fait du mariage. Je lui parle de déco, il s'en fout complètement. Il me dit bah ouais, fais ce que tu veux. Ok, on va parler de tout ça tranquillement. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais le plus dans mon activité. Alors je me suis dit bah, ça va peut-être pas mal d'en faire ton métier au final. Et quand j'ai fait ma cette introspection et un peu tu sais, le chemin en arrière, de regarder un peu ce que j'avais fait de ma vie, un peu c'était quoi ce fil rouge au final, à quoi j'étais bonne aussi. Je me suis dit, mais c'est ça. J'ai toujours travaillé dans la relation client, en fait, au final, et dans la relation aux autres. Donc, je vais en faire mon métier. Je vais en faire mon métier parce que je pense que je peux vraiment... c'est quelque chose, tu sais, j'avais pas envie d'être coach. J'avais pas envie d'aider les gens, je sentais vraiment un élan à l'intérieur de moi. Ça m'appelait. Et là, je me suis dit, OK, faut que j'écoute cette part-là de moi, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'Institut de neurosciences appliquées à Paris pour faire une formation de 6 mois qui m'a permis en fait d'être coach certifié donc dans cette expertise de neurosciences, donc la science du cerveau. Et en même temps, donc j'ai vécu cette histoire-là. Donc j'avais mon entreprise, j'avais cette formation-là pendant le temps un peu creux, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, le temps où il n'y a pas d'événement physique, mais c'est de la préparation de mariage. Et donc j'ai fait cette formation et en même temps une maladie qui est comment dire diagnostiquée, où on me dit bah voilà Aurore, vous avez des cellules potentiellement cancéreuse au niveau du col de l'utérus. Donc, vous allez avoir une petite opération, puis vous allez voir, ça sera rien. Ça va vite passer. Sauf que, voilà, moi, on m'a annoncé, vous allez faire partie des 99% des femmes qu'on ne reverra que pour des cas de grossesse, et ça s'est pas passé comme ça. Mais je vous rassure, c'est pas une histoire dramatique. D'ailleurs, je suis là et je suis en très bonne santé aujourd'hui, donc rassurez-vous vraiment par rapport à ça. Mais effectivement, quand ils ont fait la biopsie, ils m'ont rappelé pour me dire, bah, voilà, ce que vous avez, c'est très très grave, c'est un cancer de stade 4 ou 5. Donc vous allez avoir une nouvelle opération, on essaiera de préserver votre utérus. Si on le préserve, on fera peut-être un prélèvement d'ovules en vue d'une PMA parce qu'on n'est pas sûr que vous puissiez quand même avoir des enfants de façon naturelle. Donc vous aurez de la radiothérapie, de la chimiothérapie, vous allez aller à Villejuif, il y a un hôpital, en fait, un service spécialisé là-bas. Et donc l'année qui vient, c'est un peu la vie qui vous attend, quoi. On ne sait pas pour combien de temps, mais voilà, faites pas trop de projets sur l'année qui vient parce que votre vie, elle va être un peu chamboulée. On sait que vous avez une entreprise, donc facilitez-vous la vie. Et là, tu te dis, mais c'est quoi se faciliter la vie? C'est j'arrête tout. Et en même temps, quand on a fait cette annonce-là, ça résonnait pas à l'intérieur. Ça résonnait pas et j'avais pas peur. C'était ça, en fait, surtout, tu vois, qui me paraissait étrange. C'est des moments de ma vie, à ce moment-là, c'est comme si la peur, elle s'était éteinte d'un coup et qu'elle avait plus sa place. Mais c'est fou parce que quand tu y réfléchis, en fait, ce symptôme qui est décrit au travers de ce cancer, c'est globalement ce que tu étais en train de vivre dans ton entreprise parce que c'était ton bébé que tu n'arrivais pas à lâcher et qui Oui, finalement te rendait malade. oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Et c'est, pour moi, si tu veux, à l'époque, j'avais pas conscience de tout ce qui pouvait toucher au développement personnel. Bien sûr que je m'y intéressais, mais j'avais aucune interprétation de ce qui était en train de se passer. Je faisais pas la relation corps, maladie, problème
pas naturellement, si tu veux. J'avais cette lisibilité, tu vois, de tout ça. J'avais pas cette finesse en fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'interpréterais en fait complètement différemment si ça m'arrivait maintenant. Mais je n'avais pas de lecture par rapport à ça. Donc quand ils m'ont dit ça, encore une fois, ça matchait pas et je savais de toute façon, j'avais pris ma décision de changer d'activité professionnelle, ça c'était sûr. J'étais en cours de rachat, il y avait une possibilité en fait de quelqu'un qui allait racheter, donc j'étais tranquille là-dessus aussi. Je savais que j'allais switcher d'activité donc à partir de l'année suivante, que j'allais gérer, enfin que j'allais comment dire aller au bout de mes engagements parce que ça pour moi c'était hyper important puis que j'aimais ce que je faisais profondément. Et mais à côté de ça, oui, il y avait ce diagnostic et j'y croyais pas. J'ai vécu des moments, alors ça peut paraître un peu étrange, hein, mais des moments, moi j'appelle ça des moments de grâce, où j'étais tellement connectée au plus profond de moi que j'en avais le corps qui tremblait. C'était fou. Et je laissais faire. J'avais pas peur de mon corps, je savais en fait qu'il pouvait être mon meilleur ami en fait à ce moment-là. Et ça m'a vraiment aidé à ce moment-là à avoir une conscience de moi, de ma relation à moi, de ma relation au corps, dont j'avais jamais vraiment compris l'essence. Et c'est là où la magie a commencé à arriver. Parce que j'ai pas oublié le fil rouge de notre histoire. C'est là où la magie a commencé à arriver. Parce que j'ai commencé à pouvoir écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais pas d'écouter, tu sais, les peurs, mais tu n'y arriveras pas, mais t'es pas capable. Non, c'était vraiment cette part belle qui avait à l'intérieur de moi, on pourrait presque appeler, enfin moi j'aime appeler ça l'âme, l'esprit, l'âme. Vraiment, j'étais connectée beaucoup plus à ça. Et c'est là où j'ai commencé à faire des choix en fonction de ce discours-là et pas en fonction de mes peurs. Et pour faire très court en fait sur cet épisode, hein, j'ai tenu en fait à cette idée, à ce ressenti. C'était même pas une idée au-delà de ça, c'était ce que je ressentais profondément, que je n'étais pas malade. En tout cas, qu'il y avait eu quelque chose effectivement, mais que c'était en train de partir ou déjà parti. Et je pouvais me tromper. Hein. Peut-être que, mais j'étais pas dans le déni. Les gens, en fait, dans les milieux hospitaliers, quand j'ai passé, en fait, quand même des examens avant tout ça pour voir ce que le chirurgien appelait l'étendue des dégâts, moi, j'y suis allée en me disant, mais non, ça sera ok, je vais faire le nécessaire. J'ai été voir des personnes en médecine douce. Alors, c'était un moment très condensé, hein, parce qu'on avait très peu de temps. C'était 10-15 jours avant que je passe les premiers examens. Mais j'ai été voir des personnes, en fait, qui travaillent dans des médecines douces, des médecines parallèles, on peut appeler ça comme ça. J'ai été voir aussi un hypnothérapeute pour m'aider. Je me faisais coacher pendant ma formation et comme par hasard, hein, hasard faisant bien les choses, n'est-ce pas? La coach que j'avais est une femme formidable et elle est infirmière. Et elle a été un de mes meilleurs soutiens parce que tout ce que je lui ai partagé, elle savait de quoi je parlais, donc elle pouvait m'aider, me renseigner, etc. Donc tout s'est bien mis en place en fait pour que je puisse vivre ça et puis moi aussi j'étais ouverte à ça, à ouvrir vraiment cette partie-là de moi en me disant moi je fais confiance à la vie. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est pas ce qui m'attend. Je le ressens pas. Ça, tu sais, j'avais pas de projection. Souvent, quand c'est comme ça, tu sais, on se projette en se disant, bah, je me vois à l'hôpital, je me vois comme ci, je me vois comme ça. Peut-être, tu sais, amaigri, les cheveux affaiblis, le corps affaibli. Je n'avais absolument pas ces projections-là. Ça ne venait pas, comme si ça n'allait jamais exister. Et c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai passé l'IRM et le TEP scan, les deux, en fait, ont montré qu'il y avait rien. Et c'est là où j'ai vraiment développé cette confiance en moi parce que j'avais ce ressenti profond que je connaissais maintenant. J'y avais goûté et je sais revenir en fait régulièrement. Et là, la belle histoire, en fait, la magie, hein, vraiment, comme je disais, a commencé à opérer parce que j'ai commencé à me dire, ok, comment j'ai fait, comment je me suis prise, qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai commencé à observer tout ça, à regarder au niveau de ma santé, ce que je pouvais vraiment mettre en place. Et depuis ce moment-là, j'ai des rituels en fait que je fais depuis 3 ans maintenant et qui fonctionnent très bien parce que ma santé aujourd'hui va très bien. J'ai découvert d'autres choses, je me suis intéressée à beaucoup de domaines. J'ai créé mon expérience. 。
d'aider les personnes, on peut le dire comme ça, à remettre de la magie dans leur vie, mais parce que on va se délester des blocages, on va vraiment arrêter en fait ces peurs qui oui, étaient appropriées à un moment donné parce que ça nous a aidés, ça nous a permis de survivre, mais qui aujourd'hui n'ont plus leur place. Parce que je suis adulte aujourd'hui, que je peux agir et réagir ou ne rien faire en fait selon ce que moi j'ai décidé, selon les responsabilités que je me donne, selon tout ça. Donc j'ai créé mon expertise de déclicologue sur voilà, une base de neurosciences en fait au départ, et puis j'ai fait la rencontre de la neurobiologie en 2018. C'est mon mari en fait dans un premier temps qui a fait cette formation-là. Ça l'a complètement captivé puis transformé aussi. Ça c'était fou de voir à quel point il était comme on lui disait intimidé, réservé, et à quel point en fait aujourd'hui il est ouvert, il est heureux, il est joyeux et ça se voit. Il est drôle aussi. et avant, c'est des choses qu'il n'arrivait pas à exprimer. Et moi, il m'a formée à ça puisqu'on fait le même métier, mais de façon différente, en fait, pas vers le même public. Lui, il forme beaucoup de gens, en fait, comme il m'a formé moi. J'étais une des premières, enfin, je suis toujours son premier cobaye, de toute façon, quand il y a des trucs comme ça. On disait ça au groupe que j'accompagne en ce moment. J'ai un groupe, ce que j'appelle le super cocotte. Je disais, voilà, 5 minutes avant, en fait, de faire le webinaire avec vous, il était en train de regarder comment fonctionnait ma luette, etc. parce qu'il y a tel et tel exercice qu'on peut faire pour regarder ceci et cela. Donc, on a vraiment cette complicité-là dans notre métier. Je pense que ça nous aide beaucoup à upgrader, tu sais, nos compétences aussi, parce que on travaille en équipe, en fait, on est mais dans notre vie pro comme perso, ça aussi, ça a changé beaucoup de choses. Je savais pas ce que c'était de travailler en équipe, puisque je pouvais pas me faire confiance déjà à moi. Comment je fais confiance aux autres? C'est pas possible, quoi. Et effectivement, voilà, cette neurobiologie, donc que mon mari lui a appelé pleine confiance et qui prend sa source en fait dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Donc on parle de nerfs vagues, notamment de système nerveux. On a bien compris en fait que 80% des informations vont du corps vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Et moi, ça a chamboulé ma vie. Je me suis dit, mais au lieu d'arrêter, tu sais, le 1, ça marche pas, ça marche toujours pas, et de me faire des bosses en fait au front et à mentaliser comme ça en fait tout le temps à essayer de ruminer mes problèmes et trouver des choses là-dedans. J'ai compris qu'en fait il y avait une étape avant. Alors parfois ça marchait très bien ici, mais j'ai compris qu'il y avait une étape avant qui était essentielle en fait au final pour pouvoir décliquer en fait tout ça, pour avoir ces fameux déclics. Donc j'en ai fait une expertise effectivement, et c'est vraiment de se dire qu'à chaque situation en fait qu'on rencontre, on a cliqué un état de sécurité, d'insécurité, donc qui appelle à la vigilance, à la méfiance ou au danger, en fait à cet état de survie primaire. Et en fait à chaque fois qu'on revit cette situation, c'est la même chose qui revient en termes d'émotion, en termes de comportement, mais avant tout en termes de ressenti du corps. Je me sens insécure et c'est toute une boucle en fait, un cercle vicieux qui se met en route. Et aujourd'hui, moi, mon job, en fait, je le fais pour moi tous les jours depuis 3 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour arriver à parler comme ça aussi longtemps sans avoir la boule au ventre devant Mathilde que j'adore, et en plus devant des gens que je vois pas, mais qui je sais, oh là là, je me serais dit, mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Aujourd'hui, je suis libre, en fait. Vous allez pouvoir garder ce que vous voulez de ce que je vous partage. Vous allez pouvoir me faire un retour si vous en avez envie, qu'il soit bon, pas bon, peu importe. Ça me touchera évidemment que vous partagiez les choses, comme Natacha le fait, voilà, dans le chat, je peux apercevoir, voilà, ce qu'elle nous partage, et je serais très touchée, voilà, de pouvoir échanger avec vous. Je serais très heureuse aussi de pouvoir partager avec vous, parce que pour moi, la relation aujourd'hui est au centre de ce que je fais. Et puis, pour les personnes à qui ça parlera pas, qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, c'est ok. On a le droit de pas être d'accord. Et ça ne veut pas dire que ça touche mon identité. Des fois, on n'est pas d'accord, c'est ok. Il y a Natacha qui te dit merci. Merci à toi, Natacha, d'être là. Ça me fait super plaisir que tu puisses partager ce moment avec nous. Alors, du coup, tu nous as parlé de moments de grâce. Tu nous as parlé de ton entreprise qui aujourd'hui, a priori, je dirais, t'épanouit. Oui, oh oui. A priori. Est-ce que tu arrives en fait à transmettre ces apprentissages de moments de grâce à tes super cocottes et tes super coqs, puisque tu as quelques coqs quand même dans ta basse-cour?
avec beaucoup d'humour de haute cour, c'est-à-dire de passer de la basse cour à la haute cour. Mais c'est vraiment des jeux de mots, en fait. C'est, dans ma communauté, je l'ai appelé Apicocotte parce que je voulais un terme qui soit très chaleureux. Et avec mes amis, on s'appelait souvent alors ma cocotte, comment ça va, etc. Et je me suis dit, c'est ça, j'ai vraiment envie de cette communauté comme ça. Donc, puis Happy, parce que c'est quand même la vie est plus chouette quand on arrive à accéder à cette joie. Donc, j'ai oublié ta question, mais je vais finir par y répondre, Mathilde. Est-ce que tu arrives à transmettre Oui, pardon. ces apprentissages que tu as fait sur tes moments de grâce? Ouais, ouais. Pour moi, si tu veux, c'était. Moi, je suis contente de vivre ce que je vis aujourd'hui parce que je vis des moments de magie, effectivement, où à un moment donné, tu te rends compte que tout se met en route, tout se met en branle pour quelque chose, et puis ça suit son cours, et puis tout s'emboîte en fait comme il faut, etc. Tu vois, là, ça fait plusieurs semaines que je cherche une formation dans un domaine spécifique, et je regarde, et je dis, oh, non, ça me parle pas, oh, le site, non, je sais pas, ça me vient pas, ça m'accroche pas, etc. Et puis tout à l'heure, tu vois, j'échange avec mes parents, mon père me dit un truc, ma mère me dit autre chose, puis mon père me dit, oh, avec ma mère, va voir ça et tout, pour te renseigner là-dessus, puis c'est qui n'a rien à voir, en fait, a priori avec ça. Puis je regarde, ils font des formations dans le domaine que je veux. Ça, c'est de la magie. Mais c'est de la magie parce que je suis ouverte à ça aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai plaisir à transmettre parce que autant moi je le vis et c'est cool, mais autant de le voir vivre chez les autres, mais c'est génial. Et c'est ça qu'on vit en fait dans les programmes d'accompagnement que je propose, que ça soit d'ailleurs dans l'entreprise, dans lesquels j'interviens, ou parce que je propose je vais faire ça dans l'ordre. Je propose de l'accompagnement en programme individuel pour des personnes en fait. Donc souvent ce sont des femmes, hein, parce qu'Happy Cocotte c'est quand même plus côté plus féminin, mais les hommes évidemment sont les bienvenus. Mais je vais proposer effectivement ces programmes d'accompagnement individuel pour une problématique spécifique. C'est bien souvent en fait le blocage qui va être là. C'est je suis bloquée dans telle situation et j'arrive pas à m'en défaire. Souvent c'est ce qu'on me partage. Pour les chefs d'entreprise, en fait, les femmes chefs d'entreprise aussi, puisque moi je le vis depuis 2012 hein, maintenant cette situation-là. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, je développe plus du tout mon activité de la même façon. Et heureusement d'ailleurs pour moi. Et il y a beaucoup de choses en fait que j'ai changé. Mais ce dont je me suis aperçue, c'est que le point de départ, en fait, de tous les projets qu'on veut mener, que ça soit personnel ou professionnel, c'est toujours soi, en fait, au final. Et quand on a des blocages, on va se relever les manches, on va se dire qu'on va y aller, on va se faire un peu de violence, comme on dit, et puis bon, allez, j'ai l'impression d'aller un peu au charbon, tu vois. Mais on vit combien de temps, en fait, comme ça, en résistance, à contre-courant de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi? Ça a ses limites, en fait. Et encore une fois, le corps va nous le rappeler. Mais parce que pour moi, vraiment, aujourd'hui, je le sens, mon corps est à l'initiative de tout ça. Et quand mon corps, et c'est ce que je partage aussi hein, dans les accompagnements, c'est quand mon corps, lui, se sent libre de vivre et d'arrêter de survivre, et qu'il est vraiment dans la vie, déjà, ça pétille à l'intérieur de moi, la magie est là. Et derrière, c'est mon mental, il suit, mais c'est l'autoroute pour lui. C'est ici, il faut faire ça, il y a telle étape, il y a ci, il y a ça. Et oui, il y a des gens, encore une fois, qui n'aimeront pas. C'est OK. C'est OK. C'est pas grave. Moi, il y a des gens que j'aime pas. Des fois, je me dis, oh, j'aime pas ça. Mais par contre, moi, quand j'aime pas les gens, je vais chercher ce qui se passe chez moi. Pourquoi ça me met dans cet état-là aujourd'hui? Et du coup, j'ai plein de réponses. Et du coup, il y avait des gens au début où j'aime pas trop. Puis, en fait, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis, je me laisse la liberté aussi des fois de me dire, non, cette personne, je n'ai pas le feeling. Et après, tu vois, de là à dire que je l'aime pas, non, je suis plus dans une espèce de neutralité, de dire, on n'est pas sur le même chemin et c'est OK. Et effectivement, oui, de transmettre en fait tout ça, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de ça tous les jours. Tu sais, le matin, je me lève. Des fois, ça peut arriver de manquer un peu d'énergie, etc. Je travaille beaucoup là-dessus. Donc, je connais mes tips, tu vois, pour rebondir aussi par rapport à ça. Et ça change la vie aussi, de cultiver cette énergie, de pouvoir lever ces blocages-là, d'avoir des leviers par rapport à ça. Et puis, c'est pas des trucs, encore une fois, dans le go, faut y aller, faut... Moi, ça marche pas avec moi. C'est un truc que j'aime pas.
Je préfère aller dans la malice, tu sais, de soi-même, de se dire, allez, allez ma cocotte, on va s'enlever les œufs du croupion et on va y aller, tu vois. Ça me met en joie, ça me galvanise et encore une fois de le partager. Et je vois des histoires, mais tu n'imagines pas ce que je ressens pour les personnes tellement je suis joyeuse de les voir vivre ce qu'elles vivent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes aussi. Ça veut simplement dire qu'on les aborde d'une façon différente. Et puis que tu sais cette période un peu qu'on perçoit comme étant interminable de se dire mais je n'en sortirai jamais de ça. C'est pas possible. Et combien de temps ça va me faire suer comme ça, pour être poli. Ça va jamais lâcher, c'est encore sur moi que c'est tombé et je le vois plus du tout de la même façon. Aujourd'hui, je le vois vraiment beaucoup plus comme un challenge. Moi, j'étais une chouineuse, quoi. Je le dis avec beaucoup de gentillesse par rapport à moi-même. Mais j'étais une chouineuse. Dès qu'il y avait un truc, c'était oh non, encore à moi que ça arrive, j'en peux plus, j'en ai marre. Et je pleurais. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir? J'y arriverai jamais, j'en peux plus. C'est terminé ces périodes-là. Bien sûr que j'ai des moments en fait encore où je me dis oh je sais pas comment faire ci, faire ça, comment transmettre ci, ça. Et je me pose des questions encore sur plein de choses dans ma vie. Mais par contre, j'ai cette capacité à switcher. Et ça c'est magique aussi, je peux te le dire, parce que c'est tellement libérateur. Carrément. Et du coup, si tu devais définir ce que c'est pour toi la magie intérieure, tu la définirais comment? Parce que tu as donné des exemples, mais en termes de définition, ça se passe comment? Alors, je vais te faire une réponse qui va me faire rire moi. Déjà pas mal. C'est justement de ne plus définir cette de la laisser, de tout laisser ouvert et de la laisser venir à moi. Et j'ai une foi intense aujourd'hui dans la vie. Je suis convaincue que souvent elle sait mieux que moi certaines choses et que tu sais des fois tu veux le truc, tu veux que ça marche, tu veux que ça soit comme ça. Et c'est beaucoup mon ego à ce moment-là qui parle parce que si j'obtiens ça, ça va me rassurer de certaines choses. Mais je pense qu'il y a parfois on se met beaucoup de limites et j'ai plaisir aujourd'hui à lever beaucoup de limites justement pour laisser la magie venir à moi et lui rendre aussi l'appareil. Donc, si je devais quand même donner, tu sais, un peu une essence à ça, je dirais que c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a jamais autant de belles réponses et des réponses dans la justesse que dans le silence que je peux faire à l'intérieur de moi. Ça m'arrive, tu sais, de m'agacer sur quelque chose et de me dire bon, allez, stop, j'enlève le casque, je pose tout et je vais marcher. Et je vais respirer pendant ce temps-là. Et je vais prendre le temps, tu vois, allez, tu penses à pas rien parce qu'on pense toujours à quelque chose, mais je vais regarder mes chaussures, je vais marcher un pas après l'autre, je vais respirer, je vais commencer à regarder devant moi, je vais regarder le ciel, les oiseaux, tout ce qu'il va y avoir autour de moi, et je vais me calmer déjà. Et là, je vais commencer à avoir un autre discours. Pourquoi? Parce que mon corps, il va commencer à être détendu, et plus il va être détendu, et plus mes pensées vont se détendre. Et là, je remets en route un cercle vertueux. Et du coup, en parlant de cercle vertueux, si tu devais parler de la conséquence de cette connexion à cette magie naturelle et intérieure, ce serait quoi? C'est tout ce que la vie a à nous offrir. C'est les rencontres. Je fais des rencontres, mais fabuleuses depuis toujours, mais je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte de la richesse des rencontres que je fais. Que ça soit effectivement comme on dit, des belles personnes, mais pour moi aujourd'hui, je te dirais que tout le monde est une belle personne. C'est juste qu'il y a des gens quand ils râlent, par exemple, c'est qu'ils vont pas bien. C'est qu'il y a quelque chose chez eux qui est mis à mal, qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et ils n'en sont pas toujours conscients et n'ont parfois même pas conscience en fait d'où ça vient. Parce que mais des fois c'est juste qu'ils sont fatigués, qu'ils sont bout. J'ai vécu ça aussi, donc je peux avoir beaucoup de bienveillance et de compassion parce que je comprends. Et c'est pas parce que ils vivent ça que je suis obligée de le vivre aussi. Avant, moi, tu vois, je m'interdisais beaucoup d'être heureuse parce que je voyais des gens qui n'étaient pas heureux dans mon entourage et je me disais, ben, après, ça crée trop d'écart. Et
jamais par ces personnes-là si je le pose. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, je ne me pose plus la question. Moi, j'ai une vie, en fait, j'ai cette vie-là, je vais la vivre. Je vais pas survivre, en fait. Il y a 85% des personnes, on en parlait avec mon mari, il y a 85% des personnes qui passent leur vie uniquement dans la survie. Il n'y en a que 15% qui passent vraiment en mode vie, c'est-à-dire de vivre pleinement, de ressentir l'intensité de la vie. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a plus de problème, mais c'est juste qu'on les perçoit d'une autre façon parce qu'on moi, j'ai fait ce travail en fait sur moi de me dire que quoi qu'il arrive, en fait, demain, je suis capable, même ce soir, là, maintenant, tout de suite, je suis capable de répondre à ce qui va arriver. J'ai vécu une période en fait de deuil familial il y a encore à peine quelques mois, et je me suis vraiment rendu compte que d'accepter la vie, de toutes les surprises de la vie, ben, ça me rendait service. C'est des fois, il se passe pas ce que je voudrais moi. Hein. Encore une fois, on est bien d'accord avec ça. Moi, je me dis, le plan, ça va être ça, on va faire comme ça, il va se passer ça. Et à chaque fois que je fais ça, ça se passe pas comme ça. Tu sais, Ça, un c'est peu ta comme... page de paiement. Comment? Ta page de paiement, ça. Ouais, tu sais, tout ce qui est technique et tout ça, moi, je découvre en fait plein de choses hein, en montant mes programmes, etc. Donc, je dois mettre une page de paiement en route. C'est l'Everest, encore une fois, pour moi. Par contre, aujourd'hui, tu vois, je vais faire, oh, ça me saoule. Bon, ok, je sais à qui je vais demander. Il y a telle personne qui peut m'aider. Est-ce qu'elle est dispo, pas dispo? Je lui demande s'il n'y a pas elle. Ok, il y a toujours Internet, il y a toujours plein de solutions. Et du coup, tu vois, les moments, en fait, un peu de désespoir, un peu de, oh, on en est marre, ben, tout de suite, en fait, ça switch et c'est un exercice de tous les jours. Il y a des jours où j'y arrive pas parce que peut-être je suis plus fatiguée, peut-être parce que j'ai pas trouvé la ressource pour m'aider, peut-être parce que des fois je dois me débrouiller toute seule aussi. Mais par contre, tu vois, j'ai vraiment développé cette capacité de me faire confiance et de dire que je vais pouvoir trouver une solution à un moment donné et que s'il n'y a pas de solution, il y en aura une quand même ou c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que je suis en train de me prendre la tête sur des trucs en fait qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Donc cette magie, elle est là dans les rencontres. Effectivement, c'est l'hôtesse de caisse qui fait la tête. Ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé il y a quelques temps de ça parce qu'il y a un magasin qui a ouvert il y a quelques années à côté de chez nous. On fait nos courses. Il y avait une dame, en fait, je la voyais, elle était très sèche, très speed. Et puis tu sais, il passait des trucs, bon, 38,44 €. Okay. Je dis, bon, voilà. T'as besoin de magie dans ta vie, on peut le dire comme ça. Et je m'étais dit à l'époque, elle a besoin d'un déclic, peut-être elle a besoin juste en fait de vivre quelque chose de plus fun dans sa vie peut-être. Et c'est peut-être les 2 minutes que je vais passer avec elle, où moi déjà je vais sentir du fun, mais elle aussi. Et en fait aujourd'hui, tu vois, on s'est apprivoisé en fait l'une l'autre et c'était ça. C'est au début, je disais bonjour, j'essayais de créer un peu de lien, puis au fur et à mesure, vous allez bien aujourd'hui? Ah bah oui, oui. Puis maintenant, c'est Madame Leroux, vous venez pas à ma caisse aujourd'hui. Ah, bah je vais bouder, tu vois. Et bon, alors je prends mon petit sac et puis je vais la voir et puis c'est notre rigolade, tu vois. Je peux pas laisser aujourd'hui, je peux pas laisser les autres dicter qui je vais être et ce que je vais ressentir et comment moi je vais me comporter avec eux. Il y a des gens effectivement des fois qui sont pas agréables avec moi en voiture, dans la rue ou quoi. Et pour autant, je dois être quelqu'un de désagréable moi aussi. Mais je porte pas de souffrance, moi, à ce moment-là. Je suis en train de marcher dans la rue, peut-être en train de faire, tu sais, mon heure de promenade pendant notre fameux deuxième confinement. Ben, je vais profiter de cette heure-là, mais pas pour aller râler dehors. Donc, et ça fait toujours sourire mon mari parce que moi, quand je croise des gens, j'habite à Poitiers, donc c'est pas une ville en fait, où il y a beaucoup de gens ou quoi. Enfin, c'est dans un quartier en plus assez résidentiel. Et moi, je dis bonjour aux gens, moi, dans la rue. Je croise des gens. Alors, on est tous masqués, etc. Mais je souris avec mes yeux et je leur dis bonjour. Puis les gens souvent ils sont surpris. C'est ah bonjour. Ah, okay. Puis il y a des gens qui disent ah bonjour. Et puis des fois on discute, etc. Et c'est ça aussi la magie de la vie, c'est les rencontres qu'on fait avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis des fois, bah, c'est aussi d'apporter un peu de magie dans la vie des autres. Et les rencontres, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Je t'ai rencontré, Mathilde. Il y a Mais oui. ouais, un an et demi même, parce Un an qu'on et avait demi. commencé au Festival Femmes Sauvages. C'est ça. Et voilà, c'est des rencontres. À l'époque, j'aurais jamais cru en fait qu'on serait là ce soir, mais c'est génial. C'est toutes les surprises en fait que la vie peut nous
Puis il y a des surprises auxquelles oui, on peut participer parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, le deuil, des choses comme ça. Mais j'ai eu cette capacité aussi aujourd'hui de me faire confiance en disant, et c'est OK. C'est ce moment-là, c'est un moment que tu n'as pas choisi, qui est là dans ta vie, qui est présent. Tu as peut-être, voilà, prends le temps de t'écouter, d'accueillir tout ça, d'observer ce que ça fait chez toi. Et puis, prends le temps de vivre ces émotions-là parce qu'elles elles sont là et elles sont respectables. Toutes les émotions sont respectables. On n'a pas toujours envie de les vivre, mais elles sont toutes là, en fait, juste pour nous dire en fait, qu'on ne se sent pas bien, pour nous signifier ça, qu'on a un ressenti à l'intérieur qui n'est pas OK. Et heureusement qu'elles sont là. Heureusement. Et puis, à un moment donné, je vais me dire, y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour être triste et accueillir ça, effectivement, et ne pas, tu sais, être dans la résistance à ça. Non, je ne veux pas vivre ça, ça fait trop mal. Ben ouais, mais à ce moment-là, la douleur, elle est toujours là, la souffrance est toujours là. Quand tu l'accueilles et tu la prends dans tes bras, puis tu dis, bah ouais, allez bien, ma souffrance, et on va se parler. Je vais t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est quoi l'histoire que tu te racontes, que tu viens me raconter à moi? Et ça serait trop long de tout développer, en fait, de comment faire, mais c'est la première chose, si vraiment il y avait une chose à retenir de tout ce que je viens de partager, c'est ça. Prenez le temps de vous observer, de vous écouter dans le calme. Dans le calme. Et accueillez-vous, accueillez cette part-là de vous, parce que plus vous la rejetez, plus vous aurez un sentiment de rejet. Plus vous abandonnez cette part-là de vous, plus vous aurez l'impression d'être abandonné de tout et de tous. Et moi, je souffrais beaucoup d'abandon, beaucoup. Dès qu'il se passait quelque chose, j'avais l'impression qu'on m'abandonnait, que j'avais le cœur déchiré. Enfin, c'était mais un drame. Mais ouais, Queen Drama, je pouvais m'appeler comme ça, quoi. Et j'ai arrêté de m'abandonner moi-même. Je suis aujourd'hui mon meilleur soutien. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin des autres. Ça veut dire que j'ai pas besoin des autres, mais que je suis heureuse de partager ma vie avec eux. Ça aussi, c'est la magie. Parce que quand tu te rencontres toi vraiment à l'intérieur et que tu te rends compte de la personne que tu es, quand tu es en dehors de ta souffrance, qu'est-ce que c'est reposant déjà. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça, pour moi, la magie aussi, c'est que à ce moment-là, quand tu as cette relation à toi, tu es capable d'accueillir même des choses difficiles et de te faire confiance à pouvoir passer, traverser ces situations-là. Est-ce que ça va? C'est clair ce que je partage? Pour moi, oui. Après, je sais pas. On fera un petit coucou à Laurence qui nous a rejoint à 18h36. Et Natacha qui nous raconte que son petit bout de chou, il faisait des signes de la main à l'écran, visiblement, et ne comprenait pas pourquoi on lui répondait pas. Oh, je lui fais des petits coucous. Donc voilà. Ah, merci Natacha, super, c'est Ouais, très clair. moi, c'est très drôle parce que quand tu dis la vie, c'est avant tout des rencontres, maintenant, je vais devoir superposer sur ta tête le scribe dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Désolée, maintenant, je vais te voir avec... voilà. Bref. Non, mais c'est très juste. C'est très juste et j'y pense souvent quand je dis ça. Tu sais, j'ai la petite voix d'Edouard Baird qui vient en fond et je me dis un jour, effectivement, on va faire la remarque. Donc, merci Mathilde d'avoir été la première à me le dire. Et pour moi, c'est ça. Hein. C'est beaucoup de rencontres, mais déjà, avant tout, c'est la rencontre à soi. Carrément. Si tu devais donner un conseil pour presque finir, on va dire, un conseil pour justement se reconnecter à sa magie malgré le contexte actuel. Alors, on a bien compris que tu parlais beaucoup d'écoute de soi, mais parfois, on se laisse facilement envahir par, le fait du brouhaha collectif, on va dire. Je te remercie vraiment pour cette question, Mathilde, parce que on vit une année assez particulière. Et je t'avoue que je me sens très en paix par rapport à beaucoup de choses. Avant, j'aurais été très anxieuse de me dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre au gouvernement? Qu'est-ce qu'ils vont nous obliger à faire? Qui est-ce qui fait ça, etc. Je serais vraiment rentrée dans ces spirales-là et je me serais vraiment rendue malade, entre guillemets, par rapport à tout ça, beaucoup de stress.
la plupart du temps, je suis très par rapport à tout ça parce que, encore une fois, j'ai cette capacité aujourd'hui de me dire que il va se passer des choses et quoi? Je vais m'adapter. Mais pas au gré de ce qu'on m'imposera. Je vais m'adapter dans ma posture, dans mon positionnement. Donc, tu me demandes un conseil en fait par rapport à ça. Je vais te dire ce que moi je fais pour arriver à ça. Parce que à un moment donné, en fait, la psychologie c'est très bien, mais dans le mode applicatif, en fait, on commence à se dire bah ouais, mais je fais comment? Et là, ça c'est pas assez concret. Donc, ce que je fais tous les jours, c'est prendre soin de moi. Je disais tout à l'heure, j'ai des rituels. Alors, peu importe les rituels en fait que vous trouvez, c'est des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien, qui sont utiles à votre santé déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment tous les jours, je respire. Je prends le temps de respirer. Ça peut paraître très bête, très simpliste, mais combien de fois par jour vous vous êtes rendu compte que vous respiriez et comment vous respirez? Là, tout de suite, si vous vous posez la question, il y a des personnes qui vont dire bah, j'ai l'impression de respirer vite, rapidement, un peu en superficie en fait de ma capacité. Tu sais, voilà. Et je me sens, j'ai mon rythme cardiaque qui monte et je me sens presque essoufflée de respirer comme ça. Il y a des personnes qui vont dire, moi j'ai l'impression en fait d'être clairement en apnée, de ne jamais respirer. Mais si là tout de suite maintenant, prenez le temps de vous mettre dans votre chaise, dans votre fauteuil, et prendre ne serait-ce que 1, 2 ou 3 grandes respirations, le plus que vous pouvez sans jamais forcer. Hein. Rien que ça déjà, on va sentir une première détente. Et puis à chaque respiration comme ça, on peut sentir de la détente. Des fois, ça ne fonctionnera pas, c'est OK. Mais moi, je prends conscience en fait de respirer tous les jours. Tous les jours, il y a des moments dans ma journée où je dis, allez, voilà, je vais marcher, mais je vais marcher pour prendre l'air. Mais si je prends l'air, en fait, c'est pas super efficace. Donc, je vais prendre le temps de respirer aussi quand je marche tranquillement. Je vais marcher tous les jours ou je vais faire une activité en fait comme ça de mouvement. Je parle pas de faire du sport. Je parle de faire une activité de mouvement tous les jours. Ça, le corps, il en a besoin. On est trop statique en fait sauf quand on a un métier en fait debout où on marche, hein, mais on est trop statique dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Et le corps, ça crée de l'anxiété pour lui. On se rend pas compte des variations qu'il peut y avoir dans notre corps, mais c'est vraiment de veiller à ça, à ce que les équilibres en fait de notre corps soient présents. Soit qu'il n'y ait pas, tu sais, un excès, un truc de fou, et puis il y a une carence dans un autre truc. Enfin, le corps est complètement déséquilibré par rapport à ça. Et ça crée du stress, ça crée de l'anxiété pour le corps. Donc, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre-là. Donc, moi, souvent, en fait, tu vois, là, quand on va se quitter, je vais m'étirer. Je vais prendre le temps de m'étirer, de faire des petits mouvements comme ça, avec la nuque, etc. Le mouvement, c'est la vie. Mais il n'en faut pas trop non plus. Il faut aussi du sommeil et de la récupération. Donc, de veiller à son sommeil, de veiller à sa récupération. C'est-à-dire, quand je parle de récupération, c'est faire des pauses, prendre des temps, en fait, comme les sportifs le font. Hein. Ils sont pas tout le temps à fond sur le terrain, par exemple, les rugbyman. S'ils étaient à fond sur le terrain tout le temps, ils seraient fatigués au bout d'un moment. Mais nous, on fait ça toute la journée avec le boulot, les enfants, la cuisine, les courses, les machins. Faut se calmer à un moment donné et se dire que de toute façon, à un moment, enfin, le corps, encore une fois, nous rappelle à l'ordre. C'est quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Quand j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, c'est autant préparer ça, c'est-à-dire autant s'octroyer des petits moments de récup plusieurs fois dans la journée, même si c'est 2 ou 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous allez voir qu'en fait, déjà, ça, vous allez vous détendre pendant ce moment-là. Je ne parle pas des pauses. C'est avec, bon, bah, j'étais sur mon ordinateur, maintenant je vais scroller un peu sur mon Instagram. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de couper et de faire une vraie pause. Et puis, on va voir au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, c'est pareil, quand on ne boit pas d'eau, bah, du coup, ça crée un déséquilibre au niveau du corps parce que le corps a besoin d'eau pour fonctionner. Hein. C'est pas une machine sur laquelle on va pouvoir continuer à tirer encore et encore. Il y a là un mode de fonctionnement dont on n'a pas toujours le mode d'emploi, ça c'est vrai. Mais l'alimentation, l'hydratation, et je vais insister lourdement sur l'hydratation, mais je le fais avec les personnes que j'accompagne et dans le groupe que j'accompagne aussi en ce moment. Je pense que, ben voilà, tu vois, c'est ça. C'est de se dire vraiment, c'est l'alimentation, c'est tout ce qui est produit transformé et surtransformé, tout ce qui est produit à base de sucre et de sucre vraiment
tampons, tous les produits en fait qui ne sont pas naturels, on est dans un corps naturel. Quand on met des produits qui ne sont pas naturels dedans, et à un moment donné, ça ne matche pas. Donc, ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'énergie au corps. Donc, et forcément, à un moment donné, ça nous tire dessus. En fait, moi, je dis que ça tire sur la couenne, mais c'est ça. Donc, il y a des choses en fait toutes simples par rapport à ça. Observez-vous. C'est quand je mange ça, est-ce que je ressors avec le j'irais bien faire la sieste là, après la double raclette, tartiflette, pizza, que j'ai mangé en 7 minutes chrono en mettant bien dans les bajoux. Tu vois, enfin, je dis ça avec beaucoup d'humour parce que j'aime rire aussi. Hein. Mais c'est ça, c'est peut-être que je vais ralentir un peu le rythme quand je mange. Parce que quand je mange dans le speed comme ça, c'est pas assez mâché. Mon corps, derrière, il a plus d'efforts à faire. Ça me prend plus d'énergie. Quand je mange tel ou tel produit, est-ce que voilà, ça m'apporte de l'énergie ou au contraire, est-ce que ça m'en puise beaucoup, déjà même un peu, d'aller observer ça. On ne s'observe pas. On croit en fait que la mécanique, en fait, elle fonctionne comme ça, mais on ne s'observe pas. Donc, on se dit, ouais, je fais comme ça, puis le corps va suivre. Ouais, j'ai fait ça moi aussi. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas moi. Hein. Après, encore une fois, prenez la liberté de prendre des choses dans ce que je vous dis et de laisser l'autre. Hein. Prenez ce qui vous parle, déjà dans un premier temps. Et l'hydratation, le corps est tellement composé d'eau. En fait, il y en a partout dans toutes nos cellules, jusqu'au plus profond de nos cellules, il y a de l'eau. Donc, quand on renouvelle pas cette eau-là, bah, c'est comme une marque au pied au bout d'un moment. Donc, il y a tout ça, de travailler beaucoup sur nos relations, la relation à soi, la relation aux autres. Les autres ne sont pas un danger et je ne suis pas un danger pour les autres. Donc, je ne suis pas un danger pour moi-même, mais j'ai besoin de le réapprendre, ça. J'ai besoin de revivre dans un ressenti et puis après dans des émotions qui vont être plus agréables. Et ça, encore une fois, c'est pas de l'ordre de l'inné. C'est pour ça que c'est jamais. Tu sais, parfois j'ai des personnes qui me disent ouais, mais j'osais pas venir vers toi parce que j'avais honte, parce que je me disais oh mais c'est peut-être pas utile. Dès lors que vous posez des questions, allez les chercher, mais auprès des personnes qui sont professionnelles, c'est-à-dire qui savent vraiment, qui en savent vraiment beaucoup sur le sujet. Vous pouvez toujours commencer à vous renseigner sur Internet. Aujourd'hui, on a une mine d'informations qui est folle et c'est vos premiers pas. Et puis derrière, allez voir des professionnels en fait dont c'est le métier parce que c'est leur métier de répondre à ces questions-là. Ils sont là pour ça. Donc, et ça n'est jamais une marque de faiblesse que de demander de l'aide, c'est une marque d'intelligence pour moi. Et le dernier point le dernier conseil que je pourrais donner avec tout ça, c'est vraiment de rire. De trouver des occasions, de rire de soi, parce que c'est pas grave. Des fois, on se trompe, des fois, je dis des bêtises. Et je sais que je parle trop et qu'il va falloir que je m'arrête à un moment donné, mais je ris de ça. Bah oui, oh là là, c'est long, Mathilde. Mais je suis passionnée par ce que je fais. J'ai tellement envie que vous puissiez vivre cette magie-là aussi, que moi, je suis contente de vous donner plein de petites choses comme ça. Encore une fois, prenez ce qui vous conviendra. Et testez des choses. C'est ça aussi. On a perdu cette curiosité dans le fun, dans la joie de découvrir. Donc, et rire, ça fait partie de ça aussi. Rire de soi, rire des autres, parce que c'est pas grave. On peut rire des situations. C'est ok. Mais je suis bavarde, Natacha, tu as raison. Non, mais t'inquiète, elles ont l'habitude. Moi aussi, je suis bavarde. Tu le sais, je crois. Bien que là, je suis vraiment en mode réception, sauf au moment où je parle. Et rire aussi, oui. Je veux dire, ça, tu parlais de switcher tout à l'heure d'état, mais alors le rire pour switcher, il y a vraiment pas mieux en fait. Hein. On le voit notamment, enfin, j'aime bien l'exemple des enfants. En ce moment, je suis beaucoup à regarder les enfants, visiblement, je m'en rends compte. Les enfants, ils pleurent et tu leur fais une grimace ou quelque chose que tu sais qui fonctionne et qui va les faire rire. Et tout de suite, ils switchent d'état, ils savent même plus pourquoi ils pleuraient, ils savent même plus qu'ils ont pleuré, limite. Peut-être des petites traces de larmes. Mais naturellement, le rire, ça va vraiment les faire changer d'état, puisque tu parlais de la théorie polyvagale, donc du coup, on peut parler d'état, même si tu ne l'as pas abordé. Et je peux le dire très rapidement parce que je vois que Natacha nous pose une question justement, comment fait-on quand on a une famille qui ne réagit pas de la même façon, et je parle surtout des enfants. C'est ça en fait dans ce que je pratique en fait au quotidien pour moi, mais aussi dans ce que je transmets, c'est que on a en fait à l'intérieur de nous un système nerveux autonome, donc c'est un système de nerfs, je vais faire très très vite, hein, mais qui capte de l'information
va déterminer en fait un état interne de sécurité, de méfiance ou de vigilance ou de figement en fait, c'est-à-dire que je vais mettre en repli sur moi. Ce système nerveux autonome, comme je disais, capte de l'information, mais il en transmet aussi. C'est-à-dire, on va transmettre notre état au travers de notre regard, au travers de notre voix, au travers de notre comportement. Et avec les enfants, on le voit tout de suite, et avec les parents, vous savez, quand vous regardez votre enfant, puis vous n'avez pas besoin de lui dire, il sait très bien ce que vous pensez, mais il l'a ressenti. Il a ressenti en fait qu'il était en train de faire quelque chose parce qu'il a l'habitude de voir ce regard-là. Quand vous faites ce regard-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le clic pour lui il va être là. Donc pour les enfants, en fait, mais dans la vie en général, avec nos collègues, avec nos collaborateurs, avec les personnes qu'on rencontre, notre famille, etc., c'est de rester en fait déjà soit dans cet état de sécurité et de lien, parce que quand on a perdu le lien avec l'autre, on est dans la survie et on est dans la réaction. C'est-à-dire que parfois, et moi je comprends les parents en fait qui à un moment donné, entre guillemets, pètent un câble et puis disent mais vous arrêtez de crier. Et bien sûr, parce que je n'en peux plus déjà moi en tant que parent de les entendre hurler. Par contre, c'est que ça m'a mis moi en insécurité. Donc c'est de faire ce travail-là d'observation. Ok, dans ces situations-là, je m'énerve, je crie. Eux, du coup, ça les calme pas pour autant. Donc je vais essayer de nouvelles stratégies. Peut-être que moi, j'ai besoin, pendant 2 secondes, là. Ok. Je vais trouver de la ressource, moi, pour commencer à moi me calmer déjà. Souvent, on dit aux autres de se calmer. Tu sais, des fois, je dis en rigolant, enfin, pas en rigolant d'ailleurs, je dis à mon mari, mais tu te calmes. Et c'est moi déjà qui suis énervée. Donc moi, déjà, je vais redescendre en pression. Je vais, moi, trouver de la ressource pour me calmer. Est-ce que c'est respirer? Est-ce que c'est ouvrir la fenêtre et respirer à la fenêtre? Est-ce que c'est... Allez, voilà, je me calme 2 minutes, là. Je trouve un truc, en fait, pour moi. Peut-être que je vais sortir de la pièce 30 secondes. Peut-être que ça va être ça. Mais pour revenir dans un état de sécurité et pour m'adresser à mes enfants dans le calme, parce que c'est là où je vais capter à ce moment-là leur attention. Et je vais et c'est ça en fait. Souvent on est dans la surenchère en fait où il est énervé, je suis énervée, il est énervé, je suis encore plus énervée, etc. Et c'est juste à ce moment-là, c'est de sortir de ce cercle vicieux-là et de. Donc je dis pas que c'est facile à faire au début, mais ça demande de l'entraînement. C'est simple mais pas facile. Et donc c'est vraiment en fait de s'entraîner encore tous les jours. Et à un moment donné, vous allez voir que vos enfants aussi vont changer par rapport à ça. Ils vont se dire, oh, quand maman elle est calme comme ça et tout, il faut que j'écoute. Okay. Et ça, en fait, on appelle ça un système de co-régulation. C'est-à-dire que soit mon état influe sur celui des autres, ou soit c'est celui des autres qui influe sur le mien. Mais moi, comme je veux casser ce cercle vicieux et créer un cercle vertueux, je vais commencer par moi. Donc comme je disais, trouver de la ressource pour mieux me connecter en fait à l'autre. Parce que les enfants, en fait, on l'observe beaucoup chez eux, et c'est adulte, en fait, on vit toujours ça. Et chez les enfants, c'est là que tout commence, et c'est tant qu'ils sont dans la sécurité, ils vont être dans l'apprentissage. Quand ils sont en insécurité, ils sont plus dans l'apprentissage, ils sont dans la réaction, dans le repli sur eux. Et là, on peut plus rien faire. Donc, on va aller les chercher, on va aller les capter. Et pas forcément en leur disant « Hey, attends, regarde, maman va faire un truc rigolo ». Non, on peut être très sérieux, en fait, très ferme aussi à ce moment-là. Et c'est même très sain parce que du coup, ça va permettre à l'enfant de comprendre que là, on ne joue pas. Là, chérie, je suis en train de te dire un truc qui est hyper important. Je voudrais que tu te calmes et que tu m'écoutes, s'il te plaît. Et moi, je fais beaucoup ça avec les enfants. Alors, j'en ai pas, donc je suis une mère parfaite, on est bien d'accord. Mais quand parfois il y a des enfants, j'ai un petit neveu que j'aime beaucoup, et c'est vrai que quand il peut s'exalter, tu sais, de plein de choses parce qu'il découvre la vie et que c'est génial, il y a tata et tonton qui sont là. Si je veux en fait qu'il m'écoute, je vais me mettre à sa portée et lui dire hey, chérie, regarde, j'ai un truc à te partager. Je voudrais que tu m'écoutes là juste 30 secondes. Je voudrais que tu partages avec moi. On va se parler. Mais forcément, en fait, que ça peut, avec le temps, en fait, beaucoup plus fonctionner quand on a l'habitude d'avoir la relation, l'interaction avec l'enfant, que de lui dire « Bon, maintenant, tu te calmes parce que moi, j'ai des trucs à te dire, maman n'est pas contente. »
ça peut suralimenter ou complètement en fait le faire vriller, on va dire ça comme ça. Et pour un enfant qui est déjà dans le repli sur lui-même, tu sais, un peu dans le... Il n'y a plus de lien, l'enfant il n'écoute pas à ce moment-là. Il y a vraiment un mécanisme de survie qui se met en route. Même physiologiquement, c'est-à-dire mécaniquement au niveau du corps, l'oreille ne fonctionne plus du tout de la même façon. Quand ils vont être dans l'excitation, ils vont entendre mais que des choses en fait qui sont menaçantes et la partie en fait où on va râler, mais ils sont tellement dans la surexcitation qu'ils vont peut-être pas en tenir compte à ce moment-là. Ils continuent à entretenir ça et ils ont du mal à en sortir, ils ont du mal à se réguler à ce moment-là. Et pour les enfants qui sont dans le repli sur eux, ils n'entendent plus. Tout ce qu'ils entendent, c'est et ils sont dans leur dialogue intérieur de je suis nul, je suis pas à la hauteur, on va plus m'aimer, etc. Donc, c'est d'arriver à retrouver du lien. Alors, parfois, c'est du lien avec le toucher en touchant la main, par exemple, ou l'épaule. Ça va être dans un geste doux et affectueux et bienveillant. Ça va être dans le regard. Ça va être dans la façon de parler aussi. Enfin, quand je m'adresse à un enfant, je prends une voix qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus posée pour pouvoir m'adresser à lui. Et des fois, je baisse même un peu le ton pour l'obliger, en fait, à écouter, tu sais, à tendre l'oreille. Parce que ça l'oblige en fait à être connecté à moi à ce moment-là. Et le lien va se créer aussi. Et naturellement, en fait, il va y avoir un échange après. Mais c'était les conseils d'une maman parfaite. Alors, Natacha, tu as répondu, en fait, je crois que la difficulté qu'elle rencontre au travers de ce qu'elle écrit, c'est qu'elle change, pas ses enfants. Du coup, ça nourrit une certaine insécurité auprès de ses enfants qui ne savent pas vraiment comment elle va réagir. Ah, ok. Si je résume ce qu'elle a écrit. Hein. Natacha, si je me trompe, tu me reprends. Attends, je lis rapidement hein, quand même pour bien saisir. Ça va être un travail de répétition, c'est-à-dire que je ne sais pas quel âge ont tes enfants, Natacha, mais à la limite, presque peu importe, c'est qu'il y a des choses qui vont déjà être installées. Et toi, plus tu vas être constante, en fait, au final, dans tes réactions, dans tes actions ou tes réactions, ou dans tes silences aussi parfois, et plus ils vont en prendre l'habitude. Euh, c'est, euh, Est-ce que c'est correct si je vais sur cette voie-là, Mathilde? Ouais, Ça répond? je pense, on a dit que c'est parfait, que je la connais bien. Ah oui, voilà, ça s'affiche, ok, pour moi. Donc c'est ça, c'est bien sûr qu'à un moment donné, on va changer, puis les gens autour de nous, eux, ils sont restés sur les vieux schémas en fait qui se mettent en route. Euh, Plus on va être constant dans la répétition en fait de ce qui va se passer, et ils ont 5 ans, 16 ans et 19 ans à la maison, d'accord, et un beau-fils de 10 ans. Donc tu vas voir que ouais, vraiment, c'est d'être constante au final dans tout ça. Euh, et c'est pas se méfier, tu vas réagir toujours de la même façon. Alors ça veut pas dire encore une fois dire amen à tout et se faire marcher sur les pieds, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est effectivement quand on a pris l'habitude de s'énerver par rapport à des trucs et que au final tu t'aperçois que ta maman elle est plus posée, elle est plus calme, etc. Bah déjà tu as plus envie d'aller vers elle et puis le dialogue en fait peut être là aussi. Donc c'est la répétition qui va faire ça. Tu vas t'entraîner en fait chaque jour toi à mettre des choses en place qui vont apporter qui vont être différentes déjà pour toi et puis qui vont apporter autre chose aussi dans la relation avec tes enfants. Donc ça viendra au fur et à mesure. Mais parfois, oui, on peut manquer de patience en fait dans le résultat. Ça, je peux comprendre ça. Mais ça vient, ça vient. Ça vient. L'hiver vient. Non, c'était pas ça. C'est en cours. Ok. Je sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles Aurore pourrait répondre. Moi, j'ai vu que plus haut, il y avait Laurence qui disait qu'elle avait l'impression d'être avec Céline Dion. Je crois que C'est marrant qu'on me dise ça parce que c'est pas la première fois. c'est les mèches un peu blondes, je pense. Ah, c'est ça. Je chante Céline Dion dans ma voiture et sous la douche. J'irai où tu iras, c'est ma chanson préférée. Céline Dion. Écoute, tu sais, il n'y a qu'un pas entre le faire en direct. Hein. Non, je vous inflige pas ça. On n'a plus le temps là. Alors, Natacha dit clairement, je crie tout le temps. Mais attends, j'arrive même plus à lire. J'étais une mère qui crie tout le temps, mais qui dit quand même oui, et maintenant je crie moins, voire pas, et ça les déstabilise. Mais est-ce que tu continues à dire oui? Natacha, je t'encourage à ben,
on n'obtient pas ce qu'on veut. Ça fonctionne pas. Donc du coup, bah, ok, ça marche pas comme ça. Je vais essayer une nouvelle stratégie, mais il faut que je l'essaye aussi dans le temps. C'est-à-dire que continue effectivement à ne pas t'énerver et à prendre le temps. Euh, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, bah, il va de toute façon y avoir une réponse qui va être différente. Ça, Est-ce que tu peux juste sûr. répéter, puisque moi aussi je l'ai eu, mais je pensais que ça venait que de ma connexion, donc il y a eu un petit bug au moment de ta réponse. C'est vraiment de continuer en fait sur cette voie-là, de ne pas s'énerver. C'est bien sûr que ça va les déstabiliser. Parce que dans le schéma en fait, ce qui va arriver, oh, j'ai fait ça et tout, maman elle va crier. Puis j'attends, ça tombe, ça tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être pire. Qu'est-ce qui va se passer? Non, et l'enfant il va se réhabituer en fait à se dire, bah non en fait au final, je peux être dans le dialogue avec maman. Et puis, bah, il va faire un pas, puis un deuxième, et puis tu feras des pas aussi vers tes enfants pour leur montrer qu'effectivement, bah, il y a ce lien. C'est-à-dire que les enfants, ils ont une trouille aussi, c'est qu'on les aime plus. Ils ont peur qu'on les aime plus parce qu'ils sont pas à la hauteur, parce qu'ils sont pas, ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas, et ils ont le sentiment, en fait, à ce moment-là, la sensation que, comme il n'y a plus le lien à ce moment-là dans leur ressenti, ils ont l'impression qu'ils sont coupés des autres et qu'on les aime plus. Mais c'est pas le cas. Les enfants, on les aime toute notre vie. J'en suis convaincue. Donc, moi, j'ai des enfants qui ont traversé ma vie et je les aime encore, alors que c'était il y a longtemps. Donc on les aime toujours, mais ils le savent pas à ce moment-là. Et en conservant le lien, on a cette certitude en fait petit à petit qui peut naître. Ça aussi, c'est de la magie. Il y a Laurence qui dit que c'était par rapport à la forme du visage et qu'elle précise que c'était un compliment, mais ça on avait compris, Laurence, t'inquiète pas. Oui, merci, mais je le prends très très bien. Je suis extrêmement touchée de ça. J'avais fait une petite publication sur Facebook et Instagram où j'avais partagé en fait comment les gens me voyaient et il y avait une dame qui m'avait dit en atelier que je ressemblais à Véronique Dicker parce que je faisais un peu le show en fait dans cet atelier, mais parce que j'aime ça faire vivre le truc quoi. C'est tellement plus parlant tu sais un PowerPoint. Alors voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça. S'ennuie. Et il y avait une personne aussi qui m'avait dit, voilà, Céline Dion, je sais plus pour quelle raison, mais je me sens Céline Dion dans ma vie en fait aujourd'hui. C'est j'irai où tu iras. Voilà. Du coup, j'ai chanté. J'ai pas peur en fait de faire les choses aujourd'hui. J'aime beaucoup Céline Dion parce qu'elle a tu sais, cet esprit justement d'aller entreprendre les choses, de les faire, mais parce qu'elle est fait pour elle, mais parce qu'elle les partage aussi. Et du coup, Laurence, tu me fais un magnifique compliment en me disant ça. Merci beaucoup. Madonna aussi, ça marche pas mal sur le côté. Je vais de l'avant, je propose des trucs. Mais bon, je me reconnais moins en elle, mais Natacha qui précise que en fait, finalement, c'est le fait qu'elle ne crie plus que ses enfants pensent qu'elle ne l'aime plus. Ah, ça c'est un sujet hyper passionnant. C'est un clic. Ouais, c'est un clic qui est présent chez beaucoup de personnes. Dans les personnes que j'accompagne, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on évoque ce sujet, soit parce qu'elles étaient mamans ou soit parce qu'elles avaient vécu ça et qui avaient le sentiment effectivement qui restait de s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est justement de réapprendre en fait aux personnes qu'il y a de l'amour justement. Il y a de l'amour tout le temps en fait. C'est juste que par moments on en est déconnecté parce que il y a des choses qui nous agacent, mais l'amour est toujours présent. Et parfois on est coupé de l'amour, on a le sentiment d'être coupé de l'amour parce qu'il y a de la tristesse, mais l'amour est toujours là. Je vois l'amour en fait dans la vie comme un soleil. C'est-à-dire que tous les matins quand on se lève il est là, la nuit il est là aussi. Qu'il y ait des nuages gris, il est là aussi. C'est juste que des fois, il est pas tout à fait là où on croit. C'est-à-dire que ce soleil, oui, quand il fait nuit, c'est juste qu'il est à un endroit où on le voit pas, mais il est toujours là. Quand il y a des nuages, il est là derrière les nuages, mais c'est juste qu'on ne le voit pas, qu'on n'est pas en lien, qu'on n'est pas connecté à ça, mais il est toujours là. Et ça, c'est une image que je trouve qui est chouette aussi des fois à partager avec les enfants. C'est de pouvoir leur dire que l'amour est là. L'amour est là. C'est pas parce que je suis fâchée là tout de suite maintenant que je ne t'aime plus. C'est juste que sur ce sujet-là, on n'est pas en accord pour le moment. L'amour est là. Le genre de réflexion qu'elle a de ses enfants, c'est tu t'énerves pas, tu t'en fiches, je compte plus.
J'adore les enfants. C'est, tu peux leur dire, bon, là, je suis pas obligée de me fâcher après toi parce que, enfin, je suis pas obligée de me fâcher après toi pour te montrer que je t'aime. C'est l'amour il n'est pas conditionné à ça. C'est vraiment de leur faire passer cette idée-là, c'est que je vais te porter beaucoup d'amour et être attentive à toi de plein de façons différentes. Quand je dis, quand je suis pas contente, quand je suis contente, c'est l'amour sera toujours là. Ma mère m'a toujours répété, ça c'est encore une fois, j'aime profondément mes parents parce qu'ils ont été des parents vraiment le plus aimant et le plus aidant possible, le plus soutenant. Et ma mère m'a toujours dit quand on était en conflit ou fâché, je t'aime toujours. C'est pas parce qu'il se passe ça que je ne t'aime plus, je t'aime toujours. Et et je le sais aujourd'hui, je le ressens. Je le ressentais tellement quand elle était près de moi, mais parfois je me sentais pas bien et j'avais du mal à me connecter à ça. Mais je ressentais par sa présence, par sa voix, par tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est de continuer, Natacha, ce que tu fais parce que tu vas voir qu'ils vont apprendre en fait à être aimés, puis peut-être à aimer aussi différemment. Ouais, et puis peut-être qu'ils prennent aussi, enfin moi ce qui me vient, hein, mais ça c'est différent, c'est qu'ils peut-être acceptent de prendre leurs propres responsabilités aussi. T'es pas là que pour jouer ce rôle de garde-fou et de limite, mais voilà, ça c'est autre chose. Euh, Pourtant, je leur dis depuis toujours que je les aime, que je les aimerai toujours quoi qu'ils fassent. Mais tu fais pas quelque chose de mal aujourd'hui, hein, Natacha. Hein, c'est juste tes enfants qui sont en train de s'adapter et de se réadapter à ce qui se passe. Donc, toi, ton rôle, c'est voilà, c'est de rester constante dans la façon dont tu évolues pour que même ils puissent reproduire ton schéma là présentement que celui d'un vieux schéma archaïque où on crie les uns sur les autres pour se prouver qu'on s'aime. C'est ok, ça fait partie des clics en fait qu'on peut rencontrer et il faut être très à l'aise avec ça aussi. Tu le fais pas exprès, ils le font pas exprès non plus. Vous faites de votre mieux et vous allez vous adapter en fait les uns aux autres. Et c'est ça en fait, c'est de se laisser l'ouverture de s'adapter. Encore une fois, pas pour laisser faire n'importe quoi, hein, mais c'est la liberté en fait, l'ouverture d'appliquer d'autres façons de faire. Tu peux même leur expliquer en fait en disant, bah, moi je me suis aperçue en fait que déjà j'avais pas envie de me fâcher parce que dans telle ou telle situation, c'était pas utile. Et je pense que vous êtes suffisamment grand maintenant pour comprendre que. Et puis, d'avoir vraiment un dialogue très libre avec eux sur le ressenti, mais oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, Natacha. On apprend en même temps qu'eux. Hein, c'est ça. Moi, je suis convaincue que les parents grandissent en même temps que leurs enfants. Hein. Cool. Alors, je vais clore parce que ça fait quand même plus d'1 heure et demie que nous sommes ensemble. Et voilà, j'ai envie que ça s'arrête. La fille très égoïste. Tout ça s'arrête à un moment donné. Voilà. Toutes les belles et bonnes choses ont une fin, comme les mauvaises d'ailleurs. Et Laurence nous remercie pour cette belle énergie. Avec plaisir, Laurence. C'était un plaisir d'être à vos côtés ce soir et d'avoir pu vous accompagner. De mon côté, je te remercie, Aurore, pour ta présence, ton léger bavardage. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton invitation. Tes chants de Céline Dion, s'il te plaît. Oui. Quand même. Enfin, tes chants. Ton chant. Et ben écoutez, vous voyez, vous avez vu pour ce soir la première version de ce qu'est la magie intérieure en fonction des filtres et de l'expérience d'Aurore. On va voir d'autres personnes et c'est ça qui est génial parce que j'ai hâte de voir en fait les différences qu'il va y avoir d'un point de vue à l'autre. Moi, je vous révèle encore pas tout de mon point de vue. Je préfère laisser les autres pour l'instant faire le show quelque part. Et de toute façon, si vous avez envie de vivre l'expérience de vivre votre magie intérieure pendant 3 jours, d'avoir des outils variés pour que tout le monde puisse trouver ses propres outils, pour pouvoir les utiliser dans leur vie après, les avoir utilisés sur place et les utiliser après dans vos vies, ben écoutez, inscrivez-vous dès à présent à cet événement que j'organise le 5, 6 et 7 mai prochain en Charente-Maritime, à Ronces-les-Bains pour être légèrement plus précise. Peut-être qu'on verra Aurore, peut-être pas. Moi, je crois qu'elle voyage du côté de Bali, mais bon, on verra. Il y a une grande chance. Mais
Je t'en reparle. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et surtout, dépêchez-vous. Je vous ai mis hier que j'avais fait les bons cadeaux. Donc, vous pouvez prendre les bons cadeaux si vous avez besoin de vous faire offrir ou d'offrir à Noël. Hein, c'est OK. Parce que le prix augmente à partir du 15 décembre. Et en attendant, même si vous n'avez pas les ressources, j'ai eu envie de vous faire un petit webinaire offert justement pour trouver les 3 clés essentielles pour se connecter à sa magie intérieure, devenir consciente de sa puissance pour créer la vie de ses rêves, tant qu'à faire. Et c'est un peu ce qu'a illustré Aurore ce soir. Je vous souhaite à toutes, merci sincèrement vous deux, merci Mathilde pour ce live avec grand plaisir. Oui, show must go on. Et ça va continuer. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à toutes et à tous. Pour les personnes qui verront en replay, merci de mettre un hashtag replay et de poser éventuellement vos questions s'il y en a. Je transmettrai à Aurore pour qu'elle puisse répondre. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain direct. Ce sera la semaine prochaine avec une espèce de perle aussi que je vais vous présenter. Je vous en dis pas plus. Au revoir tout le monde!